Salut les filles. Qu'est-ce que t'as? Moi-même, je sais pas ce que j'ai. J'ai surtout l'impression de pas faire les bons choix. En vrai, c'est compliqué en ce moment. Mais je me sens pas... D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai lancé ce live. Vas-y les filles, je vous jure, j'ai plus envie. C'est pas ça. En fait, je veux juste qu'on arrête de me dire quoi faire. Je veux qu'on arrête de toujours croire que moi je suis la fille parfaite, que moi je suis celle qu'il faut prendre exemple. En fait, j'ai envie de qu'on me détache de cette étiquette parce que j'arrive plus à la supporter. Plus jeune, je pense que j'étais une petite fille très timide, tout comme aujourd'hui, très souriante aussi, et avec une bonne joie de vivre, comme tous les enfants en fait, sans problème, sans prise de tête. Allez gars, 2 salles toi. Go. Petite, et je pense que c'est encore le cas, elle était très réservée, très timide, contrairement à ce que l'on croit. Je pense que Lina, pour ceux qui la connaissent en vrai, c'est quelqu'un qui est vraiment assez discret, assez réservé. Et je vivais avec mon papa, ma maman, mon petit frère. Et on avait une vie totalement normale. On était en famille comme la plupart des gens. Quand on était petit, avec Lina, on était très fusionnels. On passait beaucoup de temps ensemble, on avait beaucoup de centres d'intérêt qui étaient communs, et notamment le basket. Donc on était dans le même club, on a commencé en même temps, on faisait beaucoup d'entraînements ensemble. Quand on rentrait à la maison, on jouait dehors dans le jardin et tout. Je sais qu'avec mon frère, on a toujours été très fusionnels, lui et moi. On a été quand même 2 enfants, mais c'est vrai qu'on a toujours été très proches l'un de l'autre. On se lâchait jamais, on passait notre vie ensemble. On a été dans la même école, dans le même collège, dans le même lycée. Et puis même, on avait souvent les mêmes fréquentations depuis jeune. On a toujours été reliés, moi et mon frère, par un intérêt commun. En plus de ça, on était ensemble en cours. Donc depuis la primaire jusqu'au lycée, je la voyais à la récréation, ou même à l'intercours, on passait beaucoup de temps ensemble. Et Lina, c'était aussi la personne avec qui j'étais le plus souvent, puisque nos parents étaient séparés, donc on avait une semaine chez notre mère et une semaine chez notre père. Et donc avec Lina, on était ensemble toutes les semaines pendant toute l'année. Mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, il me semble. J'étais assez jeune, mon frère encore plus. Et au début, on comprenait pas forcément ce qui se passait. On est jeunes de toute façon, et puis nos parents ils se sont embrouillés, ils décident de se séparer. Ok, genre on est petit, en fait on s'en rend pas compte des choses quand on est jeune, je pense. Et c'est plus maintenant que tu te fais un remake, que tu te dis ok, je comprends maintenant pourquoi ils sont plus ensemble, et c'est peut-être mieux comme ça. Le divorce, on l'a peut-être mal vécu, mais sur l'instant présent, c'était pas forcément notre problème. Ma maman, c'était quelqu'un qui allait plus nous voir de temps en temps. Est-ce que ça nous allait à l'époque? Je m'en rappelle plus. Il faut savoir que Lina, elle a vécu avec moi, parce qu'on s'est séparés avec sa maman, et les enfants ont vécu avec moi presque une année. J'avais, on va dire, la garde exclusive des enfants, et forcément, ils ont vécu 24/24 avec moi. Donc le seul repère, on va dire, entre guillemets, pour elle, c'était moi. C'est vrai qu'on avait tellement de points communs avec mon papa qu'il prenait beaucoup de place dans notre responsabilité et dans notre éducation. Je sais que mon père, c'est lui qui m'a tout appris, c'est lui qui a fait, je pense, me faire devenir la femme que je suis aujourd'hui. C'est amplement grâce à lui. Depuis petite, il m'a incarné dans ma tête que il faut toujours être la première, il faut toujours gagner. Perdre n'existe pas chez nous. Perdre, c'est un mot qui ne devait pas avoir sa place à la maison.
On ne pouvait pas perdre, que ce soit au basket, perdre un match n'existait pas. On n'avait jamais connu, jusqu'à peut-être mes 16 ans, je n'avais jamais connu une seule défaite au basket. Donc je ne savais même pas ce que c'était. Et je n'avais pas besoin de savoir parce que mon père, dans tous les cas, c'était « il faut gagner ». Et en fait, même depuis petite, à l'école, j'étais en moyenne section, en petite section. Il m'apprenait déjà à écrire, à lire, alors que ça, c'est des programmes de primaire, de grande section, je ne sais plus. Mais je sais que je savais tout faire avant tout le monde. On est assez complices avec Lina, donc on se comprend. Et puis, quelque part, voilà, je voyais qu'elle avait un besoin par rapport à ça. Et puis, bah, moi, étant disponible, bah, je lui ai appris un certain nombre de choses avant les copines, on va dire. Pareil, faire du vélo, des trucs où je ne savais même pas encore correctement marcher, qui voulait tout m'apprendre rapidement. C'est vrai que je lui ai appris le vélo très très tôt. Je crois qu'en petite section, voilà, on a pris un peu de temps pour aller lui apprendre le vélo. Ensuite, voilà, je l'ai mise au basket très très tôt. Je crois qu'elle avait 3 ans ou 4 ans, pour pouvoir travailler un peu plus sa motricité, parce qu'effectivement, elle était un petit peu en dessous des autres. En fait, il voulait, je pense, que sa fille soit la perfection. Ma mère était peut-être un peu moins pour, même si elle... je pense qu'elle voulait aussi que sa fille soit une élève brillante, que ce soit quelqu'un de très talentueuse, mais elle voulait peut-être plus qu'on prenne notre temps. Et quand ils se sont divorcés, j'ai été entre les deux à jongler entre aller chez mon père une semaine où c'est pas du tout le même monde qu'aller pendant une semaine chez ma mère. Parce que oui, après on a eu la garde une semaine. Je pense que c'est le mieux. Chacun a sa part. Une semaine, c'était peut-être mieux que de faire 2 semaines et 2 jours chez ma maman. Ma maman était, je pense, contente d'avoir pu avoir enfin cette garde alternée équitable. Mon père, il est enseignant dans un collège et il voulait absolument du coup me mettre dans ce collège qui est d'ailleurs privé, donc qui avait quand même une très bonne réputation et qui, je crois, requérait des très bonnes notes et des très bons bulletins. Maintenant, du côté de ma mère, pour elle, c'était pas possible que j'aille dans le collège où mon père est présent. Je ne sais pas forcément pourquoi la refuser. Est-ce que c'était un bon point ou non? Je sais pas, à l'époque, moi c'est vrai que oui, je voulais aller dans le collège de mon père, il était là, il était prof, peut-être que je l'aurais en prof. Est-ce que la relation prof-fille, prof-enfant, tout simplement, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est pas mieux d'être dans un collège où t'as pas forcément de lien, de parenté avec aucun des enseignants? Ça, je sais pas. En tout cas, mon père ne voyait pas forcément le mal à ça et il a très mal pris que ma mère ne veuille pas que j'aille dans son collège. Et finalement, c'est même pas aller encore plus loin. Je suis partie devant un juge et le juge m'a posé des questions. J'avais 12 ans. J'étais là en train de répondre à des questions à un juge pour savoir si j'allais dans ce collège ou dans ce collège. Et il y a des choses où je me dis, mais qu'est-ce que je foutais dans cette situation en fait? Pourquoi tout se compliquait? Pourquoi les parents n'étaient jamais d'accord? Et c'est pour ça que le divorce a eu peut-être un impact sur mon enfance, même si j'ai eu une très bonne éducation de mes 2 parents, franchement. J'ai rien à dire sur ça et je les remercie de m'avoir éduquée comme ils m'ont éduquée aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être pas forcément pensé à nous à ce moment-là avec mon petit frère où on était départagés entre maman et papa. On vous aime tous les deux, on a envie de passer du temps avec tous les deux. Mais il y a des choses qui font que des fois, t'es pas d'accord avec maman et puis papa il te dit ça et maman et machin. Et en fait, toi t'as la tête genre, tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi dire, tu t'en peux plus en fait. Ma seconde se passe plutôt bien et là c'est le moment de décider l'an prochain qu'est-ce que je vais faire. Dans quelle voie je vais aller? Est-ce que je vais aller dans une voie scientifique? Est-ce que je vais aller plus dans une voie économie? Est-ce que je vais aller dans une voie littéraire? Moi je ne savais pas trop. Ma mère voulait absolument que j'aille en première scientifique. Je vais en première scientifique et je me retrouve dans une classe assez particulière puisqu'il n'y avait que des élèves excellents. Et je savais très bien qu'ils n'avaient pas du tout mon niveau scolaire, surtout scientifiquement parlant. Et je l'ai très vite remarqué. J'ai très vite remarqué, je sais que je passais des heures et des heures à travailler mes contrôles. Même ma mère, elle était bien calée sur les matières SVT, physique, chimie, mathématiques. Et elle m'aidait beaucoup.
Elle m'aidait beaucoup, c'était des prises de tête. On passait des 5, 6, 7 heures à travailler pour un contrôle, pour au final arriver devant le contrôle et perdre tous mes moyens. Et ça, je pense que ça a été ma plus grosse frustration concernant pas mon échec scolaire, mais mon année de première. Parce que tous mes contrôles, je les foirais. Et pourtant, c'est des choses que je maîtrisais, que j'avais vues avec ma mère la veille, mais devant le contrôle, j'étais tétanisée, je stressais. Il faut savoir que moi, j'étais une stressée de la vie, et je le suis toujours, mais comme pas possible. Je me grattais, j'avais des sortes de plaques d'eczéma partout, je m'arrachais les cheveux, je me touchais les cheveux, et c'était juste un enfer pour moi. Je vivais en fait pour travailler tout le temps, et au final avoir des mauvaises notes, c'était pas possible. Je recevais mes contrôles, j'avais des 7, des 8 sur 20, et c'était moi qui avais les plus mauvaises notes de la classe. Au final, eux, ils avaient tous des 17, des 18, des 19, des 20. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Pourquoi je n'y arrive pas? Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'étais pas à ma place. Sauf que l'année avait commencé, l'année, ça y est, on était parti sur cette filière-là. L'année prochaine, tu as le bac et tu dois avoir le bac. Sauf que ma première, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Ma mère, maintenant que j'y pense, j'ai trop de la peine parce qu'elle passait des heures et des heures avec moi pour qu'au final, j'aurais même des 8 sur 20. C'était compliqué pour moi, cette première S1. Et donc, du coup, c'est au même moment que j'ai eu cette blessure au genou. Donc, pendant 1 mois, je ne suis pas allée en cours. Alors là, c'était mais la catastrophe quand je suis revenue. J'étais plus en capacité de pouvoir travailler correctement, de pouvoir... j'arrivais pas, je comprenais plus rien au cours. Ils avaient tellement avancé en fait dans le programme que j'étais là, mais de quoi on parle? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Très rapidement, mes notes chutaient, et j'étais là, mais c'est pas possible. Et pourtant, malgré tout ça, j'aimais. J'aimais les maths, j'aimais la physique-chimie. C'est des trucs que je trouvais logiques. Quand on m'explique, je me dis, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester comme ça à travailler pour rien et avoir des mauvaises notes. Et ça m'intéresse pas. Autant ne pas travailler et avoir les mêmes notes au final. Donc, j'ai pris la décision de redoubler. Aujourd'hui, je le pense plus du tout. Mais avant, pour moi, redoubler, les redoublants, c'était des gens qui avaient rien dans le cerveau, qui étaient bêtes, en fait. Mais je voulais pas redoubler pour refaire la même chose. Ma mère, elle comprenait pas. Et j'ai dit, maman, il faut que je change de filière. Je peux pas rester en scientifique et rester comme ça à périr, en fait. Et elle m'a dit, bon, dans ce cas-là, tu devrais tester de faire une filière économie et sociale. Et j'ai dit, je pense que ça va être un peu mieux pour moi et moins compliqué. J'avais des très bonnes notes en première ES, et donc je suis directement passée j'ai passé mon bac aussi, et j'ai eu des très bonnes notes, et voilà comment s'est terminé mes années scolaires. Donc malgré mes échecs, malgré tout ça, finalement redoubler, ça a été une bonne alternative pour moi. C'est pas parce qu'on redouble qu'on est bête ou qu'on ne sait rien faire, c'est juste qu'on n'a pas forcément été à sa place dès le début, et ça a été mon cas. Je regrette pas d'avoir redoublé, c'est pas grave. Un an, c'est quoi dans une vie en fait? C'est rien dans une vie, 1 an. C'est pas grave, tu peux te tromper sur ton orientation, c'est pas grave. Moi, j'aime le sport, j'aime tout ce qui va être artistique, la peinture, le dessin, la musique. J'aime aussi les jeux vidéo. Alors ça, c'est un truc qui m'a bouffé ma vie, mais qui m'a vraiment permis également de souffler et de penser à tout sauf le travail. Les jeux vidéo, c'est quelque chose qui me fait sentir bien. Quand je joue, je suis dans ma bulle, je suis en train de parler avec d'autres personnes aussi, et ça me permet vraiment de me libérer, de rigoler surtout. Je pense que c'est les moments où je rigole le plus. Lina, elle fait beaucoup de choses qui, bizarrement, c'est les mêmes loisirs, on va dire les mêmes passions que moi. Là, j'ai vu récemment qu'elle s'est remise à la peinture. Tu m'as appelé? Oui, regarde ce que j'ai fait. Regarde. T'as vu? J'ai fait C'est gentil. J'ai fait un soleil couchant. T'as vu? Ça t'a pris combien de temps tout ça? En vrai, je pense 2 heures. Ah ouais, Ouais, j'ai fait vite, c'est bien.
Elle s'est remise à la musique, elle veut chanter. Bah, avec mon papa, quand j'étais petite, on aimait bien faire du chant, faire du piano, enfin, tout ce qui va être relié à la musique. Mon père, c'est un grand fan de musiciens, et notamment de musique, tout ce qui va être Cheb Khaled, Cheb Mami, etc. Oui, toute petite, moi, alors j'ai quelques vidéos là-haut sur mon ordinateur où je la faisais mais vraiment chanter, mais tout le temps. Elle avait 3-4 ans, elle se donnait à fond, elle aimait ça, en plus elle avait une superbe voix, moi je la voyais vraiment, elle avait vraiment des aptitudes de chanteuse, Lina, petite. Elle m'étonnait d'ailleurs, et puis elle sonnait juste, elle chantait juste. Je sais que des fois, on était là dans son studio, dans son bureau. Lui, il jouait au piano. Moi, j'étais là en train de chanter comme une folle en arabe, alors que je ne comprenais absolument rien. Mais je sais que c'est des moments qui sont gravés dans ma mémoire. Et même encore aujourd'hui, j'ai des visions de moi et lui en train de chanter, de jouer. Et puis, c'est vrai que mon père, il est très artistique. Mais il sait faire beaucoup de choses aussi. Et je pense que le fait de faire pas mal de choses en même temps, je tiens ça de lui, parce qu'il faut savoir qu'il est prof de PS, qu'il est entraîneur de basket, qu'il est entraîneur aussi à la fac, qu'il est arbitre officiel, qui fait de la musique, qui fait aussi de la peinture. La peinture, je pense que c'est grâce à lui que j'ai commencé à en faire. J'aime dessiner, j'aime peindre. Et pourtant, c'est pas forcément lui qui me l'a appris. Tout ce qui va être, même le piano, c'est pas lui qui m'a appris, mais c'est plus moi qui ai pris exemple sur lui et qui est parti me renseigner sur comment on peint, comment on fait un tableau. Tout ça, je l'ai appris toute seule, mais encore une fois, mes copines, elles aiment trop dire que je suis autodidacte. Je sais pas si je suis vraiment autodidacte, mais je pense que c'est une volonté d'apprendre les choses. Et que si t'as pas cette volonté, tu n'apprendras rien en fait. Et moi, j'ai toujours été très curieuse de comment on fait ci, comment on fait ça. Et en fait, c'est devenu des passions. Je sais qu'à Dubaï, quand j'ai envie de relâcher justement, de lâcher prise, de sortir de ce côté travail, je vais commencer à prendre mon petit tableau et à peindre ce qui me passe par la tête. Basketement parlant, depuis petite, mon père il m'a entraînée. C'est lui qui m'a coachée pendant 10 bonnes années peut-être. 10 bonnes années, il m'a coachée. On avait notre petite équipe avec Maëlys, avec tous mes copines, mes copains d'avant. Alors avec Lina, on a joué au basket depuis très petit, puisqu'on a commencé ensemble le basket. Elle avait 4 ans et moi j'avais 2 ans, donc on était vraiment tous les deux plus petits du terrain. Et c'était notre père qui nous entraînait. J'ai représenté le Maroc sur plusieurs compétitions au basket, et donc du coup, automatiquement, je dirais naturellement, je l'ai mise au basket avec son frère, où elle a pu un petit peu s'exprimer un petit peu plus sur le terrain, et d'ailleurs, elle a failli être une athlète de haut niveau, elle aussi. J'ai réussi à avoir au fil des années un niveau qui est potentiellement OK pour pouvoir aller plus loin. Techniquement, je dirais que c'était une joueuse qui était très douée. Elle avait une excellente vision du jeu. Après, on a joué ensemble pendant 10 ans, donc en vrai, je connaissais son jeu par cœur, elle connaissait le mien par cœur. Et je pouvais savoir à l'avance ce qu'elle allait faire, et elle savait à l'avance quel mouvement j'allais faire, donc en vrai, ça facilitait vraiment les choses. Donc dès mes 14 ans, j'ai été repérée pour faire ça s'appelle des chicks. C'est des tournois inter-régions où seuls les meilleurs joueurs sont amenés pour faire plusieurs équipes et se rencontrer en eux en fonction des régions. Et c'est vrai que j'ai été rapidement repérée par les examinateurs qui m'ont dit ok, celle-là, on peut la faire monter plus haut. Faut savoir qu'on n'avait pas le droit de sortir quand on était petites, Lina et moi. Nos parents étaient un peu en adéquation avec ça. Du coup, nos seules sorties, c'était en lien avec le basket. Du coup, le week-end, nos sorties numéro 1, c'était d'aller voir d'autres matchs de basket entre copines. Et du coup, c'était vraiment là où on passait
le plus de temps quoi, dans les gymnases. J'ai été repérée pour faire les tests d'entrée au pôle Île-de-France pour pouvoir après rejoindre l'INSEP et pour après potentiellement aller en équipe de France de basket. Ma mère, elle m'a directement dit tu vas pas aller dans un centre de formation de basket où tu vas abandonner entre guillemets l'école, où tu vas faire que du sport, où tu vas plus nous voir parce que tu seras plus là. Et moi, c'était le drame parce que c'est vraiment les meilleures joueuses pour le coup de la région d'Île-de-France. Et c'est une chance rare en fait. C'est une chance rare et j'expliquais à ma mère, mais maman, est-ce que tu te rends compte que dans l'Île-de-France, il y a 5-6 joueuses parmi toutes les joueuses qui ont été repérées pour faire ces tests, pour aller dans ce centre de formation. Et elle voulait rien savoir. Et là, mon père, ça a été compliqué parce que pour lui, le basket, c'était tout. Il voulait qu'on réussisse avec mon frère, il voulait qu'on aille loin. Peut-être qu'aujourd'hui, je le regrette un peu. Peut-être que non aussi d'un côté. Mais j'ai continué à jouer au basket, hein, bien sûr. Mais c'est pas ça qui m'a arrêtée. Hein. Je pense qu'on aimait ça parce qu'on était entre copines et qu'en fait, ça demandait énormément de sacrifices. Et je pense qu'au bout d'un moment, les sacrifices, ils auraient pris le dessus. Et du coup, je suis pas sûre qu'elle aurait persévéré dedans. Même si en soi, je pense qu'elle avait le niveau. Avec mon équipe, on a joué à très haut niveau, on a pu faire du championnat de France. J'ai pu jouer à plusieurs niveaux jusqu'à ma fameuse blessure. Ma fameuse blessure qui m'a changé ma vie. C'est clairement le cas de le dire. Donc elle avait on va dire une trajectoire assez ascendante pour aller vers le haut niveau, mais malheureusement, à 14 ans, elle a eu une grave blessure au genou, c'est qu'il l'a un petit peu freiné au niveau du sport. Mais on savait pas à ce moment-là ce qui allait se passer après, on savait pas que ça allait être vraiment la fin et que surtout il y aurait pas de retour en arrière. Donc, je fais des analyses peut-être 2-3 jours après et là on m'annonce que j'ai une rupture du ligament croisé antérieur. Et là mon père, je le vois parce que lui il aussi s'est blessé, il a déjà eu cette blessure, il a eu toutes les blessures, le ménisque, les bras, les entorses, il a tout eu. Et quand en fait, moi je savais pas ce que c'était à l'époque, j'avais 16 ans. Et je sais que mon père il regarde le docteur avec des grands yeux. Et moi je me dis, c'est quoi ça? Je vais me rétablir, c'est rien, c'est une blessure comme toutes les autres blessures. Et en fait, même les médecins, mon père, ils me font comprendre qu'une rupture du ligament croisé, c'est fatal. C'est ton ligament qui a été touché et sans ligament, tu ne peux plus utiliser ton genou. Alors là, quand on me dit ça, c'était impossible pour moi. Il a dit si tu le mets, il te donne le médium. On a commencé en même temps, mais on a aussi arrêté en même temps puisqu'elle s'est blessée, elle s'est fait une rupture des ligaments croisés en juin 2017, quelque chose comme ça. Et moi je me suis fait exactement la même blessure en octobre 2017. Donc ça nous a freiné en même temps. Donc on a commencé, on a aussi fini en même temps. Donc on a vraiment, on pouvait vraiment s'aider et se comprendre dans cette blessure et dans cet arrêt complet du basket. Certes, Lina a joué au niveau national, elle a fait les sélections départementales d'Île-de-France, mais je pense que tout ça c'était surtout lié au fait qu'elle était très technique, qu'elle avait je pense des grandes facilités dans ce sport, qu'elle avait une bonne vision de jeu, qu'elle était très adroite, mais je pense que pour passer le cap de devenir un joueur professionnel ou pour vraiment en faire son métier, il faut avoir une très bonne condition physique, et malheureusement c'est ce que Lina n'avait pas, et n'avait surtout pas aussi la motivation pour améliorer cette condition physique. Bon, c'est là où j'ai compris, ok, le basket, ça va être compliqué pour toi, ma biche. Tu vas peut-être commencer à trouver autre chose, sachant que le basket, ça prenait 80% de mon temps. Et donc là, ne plus avoir ça, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie sans ce sport? C'est tellement des moments que j'ai appréciés. Le basket, j'oublierai jamais tous les moments que j'ai passés au basket. Et même si aujourd'hui, je peux plus en faire, malheureusement, c'est des choses que j'oublierai jamais de ma vie, qui sont ancrées en moi. Et le basket, c'est un sport qui est vraiment... qui me correspond et qui est ancré en moi. Et j'oublierai jamais. J'oublierai jamais tous ces moments. Contact, le vrai contact. Pas un chouchou à faire peur d'avoir non. On bouffe. Je pense que le plus grand rêve quand j'étais jeune, c'était sûrement de devenir une star du basket. Hein. J'ai pas pu accomplir mon rêve, malheureusement, ou heureusement en vrai, parce que y a une autre voie qui m'a été destinée, et c'est de là où ma nouvelle vie a commencé.
qu'elle a commencé les réseaux sociaux avec Musical.ly au début. J'ai commencé les réseaux à 15 ans, notamment sur Instagram et sur Musical.ly à l'époque, l'ancienne version TikTok. Et c'est là où je faisais des vidéos un peu... Quand je regarde la tête des vidéos, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, je peux pas cracher, c'est ça qui m'a fait devenir ce que je fais aujourd'hui. Et c'est des vidéos assez simples, je dirais. À l'époque, il n'y avait pas autant d'influenceurs. C'était beaucoup plus simple de percer, on va dire. Aujourd'hui, je fais le même contenu que je faisais il y a 10 ans. Personne ne me regarde. Après, je fais beaucoup aussi sur le fait que j'ai la double nationalité, française, marocaine, et que bon bah je suis blanche, j'étais blonde à l'époque, et le fait de faire des vidéos en arabe, de mettre les maillots de l'Algérie, du Maroc, les gens c'était là en mode ouah, qu'est-ce que c'est qui cette créature là? Et donc c'est ça qui m'a beaucoup fait monter, et j'en jouais. Franchement, j'en jouais, et j'avais très vite compris le système des réseaux sociaux, comment ça marchait. Et donc c'est pour ça que j'ai directement atteint la barre des 100 000 en même pas un mois, hein, en 15 jours. Lina a toujours eu du caractère, et je sais que pour un métier comme celui-là, donc entreprendre ou être influenceuse, faut avoir du caractère. Depuis qu'on est petit, c'est tout le temps elle qui prend les choses en main. À chaque fois, moi j'étais un peu derrière elle et je la suivais dans tout ce qu'elle faisait. Donc dès le début, je savais qu'elle avait une sorte d'influence sur les gens, et en particulier sur moi. Pour moi, c'était vraiment juste un moyen de m'occuper, de faire autre chose. J'ai toujours voulu tester plein de choses en fait. C'est vrai que je me suis toujours dit, même si ça marche pas, bon, c'est pas grave, tu testeras autre chose. Et aujourd'hui, quand je vois que j'ai plus de 2 millions sur TikTok, il y a plus de 600 000 personnes sur Snap qui me suivent tous les jours, je me dis, ok, genre là, c'est plus qu'un stade de foot là que tu remplis. Selon moi, et c'est un des points où Lina doit vraiment progresser, c'est le fait qu'elle n'arrive vraiment pas à gérer sa vie professionnelle et personnelle en même temps. Je pense que cela est dû au fait que son métier, donc sa vie professionnelle, c'est de filmer sa vie personnelle. Donc forcément, elle doit tout montrer, tout ce qu'elle fait, et donc des fois elle s'y perd. Elle n'arrive plus à faire des choses, donc à vivre sa vie, on va dire, personnelle, sans se filmer. Si elle veut tenir, ou si elle veut, je pense, se sentir bien dans sa peau et tout, elle doit avoir des moments hors caméra, hors Snapchat, hors filmer sa vie. Et donc ça, c'est très important, et je pense qu'elle n'arrive pas du tout à le faire, donc c'est un point sur lequel j'espère qu'elle va progresser plus tard. Des live Twitch depuis 2022. Et les live Twitch, je ne saurais pas comment expliquer, mais c'est l'un de mes réseaux préférés sans l'être. Parce que c'est un réseau où je ne suis pas forcément très active, dû à ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Mais c'est quelque chose où je me sens vraiment naturelle, mais plus que sur Snap. Dans le sens où je sais que là-bas, les filles qui vont sur Twitch, c'est des filles qui sont sans jugement, qui m'aiment vraiment, parce que pour le coup, pour rester 4 heures de live en train de me regarder jouer ou je ne sais quoi dire, il faut vraiment apprécier la personne pour rester autant de temps. C'est des filles qui me consolent quand ça va pas, c'est vraiment des amis. Quand je joue, ça dépend. Des fois, je vais être très souriante, très en mode rigolote, etc. Mais il y a toujours à l'intérieur des jeux, comme partout, cet aspect, on va dire, compétitif que je retrouve un peu partout où je vais, qui peuvent parfois me mettre en colère. Donc il y a des fois où ça m'arrive quand je perds, hop, j'éteins le PC, alors que j'ai des filles qui me regardent depuis 4 heures, mais j'éteins le PC comme ça, je ne veux rien savoir sans un mot. C'est mon côté rageuse qui parle, parce qu'encore une fois, oui, je n'aime pas perdre et j'aime pas échouer. Et quand j'échoue, ça me met hors de moi et je préfère ne rien dire et partir. Je déteste perdre, même dans un jeu. Ah, on a gagné? Mais encore une fois, ça pourrait être des filles qui sont là à me dire « Mais attends, mais t'es sérieuse? Tu pars? Tu nous laisses... » Ah non, c'est des filles qui me disent « Non, mais on a vu que t'étais pas très bien, t'inquiète pas, la prochaine fois tu feras mieux.
c'est pas grave si tu perds, t'inquiète pas Lina, on sait que tu as le niveau et tout. Et quand je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que je suis méchante en fait, alors que j'ai des filles qui sont là à me consoler quoi qu'il arrive. Et c'est ça en fait d'avoir aussi une communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément le soutien de mes proches. Et donc c'est vrai que quand ça ne va pas, au lieu d'aller voir ma copine et lui dire je ne vais pas bien, je vais plutôt aller voir mes abonnés et leur montrer mes peines. Et je reçois peut-être 10 000 fois plus de soutien en fait au final par ces filles-là qui m'ont jamais vue, hein, mais qui me suivent depuis des années. J'ai pu être victime de SWAT au même moment que tout ce qui m'arrivait, mes cambriolages. Ça, je pense que ça a été encore plus dur que mes cambriolages. Parce que ils m'ont privée de ce que j'aimais faire. Et même quand j'ai arrêté de le faire, donc de jouer, de streamer en live Twitch, et ben ils ont continué. Et ça, c'est vrai que ça m'a d'autant plus affectée. Surtout quand ils sont partis, soit ma famille, mon père qui n'a rien demandé. Je l'ai très mal vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je suis en France, j'évite un max de parler de ça, de streamer. De toute façon, je ne joue plus quand je suis en France. Le fait d'avoir déménagé à Dubaï, ça m'a vraiment permis d'être loin de tout ça et de pouvoir enfin faire ce que je veux et quand je veux, sans avoir de problème avec la police qui vient chez toi, les pompiers, les machins. Ça, c'était juste pas possible. J'ai vécu un enfer avec cette histoire de SWAT. Hein. Surtout que je vivais toute seule. Et quand t'as en bas de chez toi la police qui toque, ou je ne sais qui toque, à 4h du matin et que t'es en train de dormir, ça te fait peur. Alors je comprends totalement pourquoi Lina elle a décidé de partir vivre à Dubaï. C'est vrai qu'avant de partir, elle avait subi plusieurs cas de swatting et de cambriolage et elle commençait à vraiment avoir peur juste d'être seule chez elle. Et donc ça pour moi c'est vraiment pas possible. Donc oui, c'est vraiment une raison qui motive à partir vivre dans un autre pays, et donc là à Dubaï. Le déménagement de Lina, ça a été, on va dire, quelque chose assez dur. Déjà parce que on voit plus sa fille, parce que Lina, moi, elle habitait là, hein, donc quelque part, elle était avec moi 24/24, et d'un seul coup, elle prend la décision de partir pour des raisons qu'elle a. Hein. Y a pas de... Je pense qu'elle est plus épanouie, elle est plus rassurée aussi le fait d'être là-bas, parce que c'est quand même un pays où la sécurité est beaucoup plus importante et beaucoup plus cadrée qu'ici. 17 ans, j'ai décidé de lancer Miss Lino. Alors au début, j'en avais parlé à mes parents. C'était mais pas du tout. Ne va pas. Déjà les réseaux c'était compliqué. Ils acceptaient, mais ils me disaient oui, oublie surtout pas que t'as tes devoirs à faire. Moi j'étais là oui. Et en fait, quand tu t'es là, t'es en première ou en terminale et que à côté tu te fais des 500, des 1000 euros par semaine et tu te dis mais je vais faire mes devoirs, pourquoi en fait? Pourquoi je vais faire mes devoirs? Qu'est-ce que ça va me rapporter plus que 1000 euros faire mes devoirs? La prof elle va me donner une bonne note, c'est de l'argent qu'elle va me donner? Non. Donc pourquoi en fait je vais faire mes devoirs? Et c'est à ce moment-là où oui, j'ai décidé de lancer un business, mes parents n'étaient pas d'accord et moi ça m'a attristée. Oh, ça a été tout de suite pourquoi en fait? Pourquoi ils veulent pas que je me lance? Mais je savais que c'était par rapport à l'école. T'as pas le temps, t'as une année à gérer, tu peux pas tout faire en fait. Et puis même, tu vas pas réussir. Attends, les gens qui relancent des business, c'est des gens qui sont comme Elon Musk, comme je ne sais qui, et toi, t'es qui toi? Je me suis dit, mais il faut tester. Et même si ça marche pas, c'est pas grave. On s'en fout, ça marche pas, on aura perdu quoi? On aura perdu un peu d'argent, c'est pas grave. L'argent, ça va, ça vient. Et à ce moment-là, on dit non et je fais tout dans leur dos. Ça veut dire que je prépare tout en off, je me renseigne, je trouve des fournisseurs, je trouve quelqu'un pour faire mon site, pour faire mon logo. J'essaye de faire tout sans que ça se voit non plus. Donc sur mes réseaux sociaux, je ne dis rien. Et donc tout était prêt, ça y est. J'avais acheté mon miroir, j'en avais eu à peu près pour mon investissement, peut-être pour pas grand-chose, hein, 500, 600 euros. C'était pas énorme, hein. Donc bon, je me suis dit, ça, c'est pas non plus la folie, je perds 500 euros, c'est pas grave. Et je me rappelle, la veille de mon lancement, j'envoie un message à ma mère et je lui dis, maman, je vais lancer ma marque de vêtements demain. Et elle me dit,
T'es quand même épatante comme fille. En gros, je t'ai dit que c'était pas possible, que je ne voulais pas et tout, et je lui ai dit mais fais-moi confiance, t'inquiète pas. Quand elle a commencé Miss Linouche, elle gérait son stock à la maison et à la maison c'était un bordel pas possible. Il y avait des emballages, des colis, des cartons de partout. Et donc le jour de mon lancement arrive. Là, ma grande surprise, je liquide tout en même pas 15 minutes. Et là, je me suis dit ok, là j'étais trop contente. Hein. J'avais 40 commandes. À l'époque, 40 commandes pour moi c'était mais le rêve. 40 commandes à faire et puis moi j'étais très allez hop 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 on fait les commandes, on imprime machin et tout. Mais c'était même mes meilleures années de ma vie. À ce moment-là, Miss Linouche, je me suis dit ok, ça plaît. Cet argent que j'ai gagné, j'avais peut-être gagné du coup un peu moins du double. J'ai dit ok, tu le gardes et tu vas remettre tout dans du stock. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure, j'ai jamais touché à cet argent-là, j'ai que investi. Et en fait, ça marche de plus en plus, j'ai commencé de plus en plus à me faire connaître, j'avais mes premiers retours clients. Et puis à cette époque-là, je le répète, je ne faisais tout toute seule. Et j'ai tout fait toute seule pendant 3 ans de ma vie sur Miss Linouche. J'ai pu faire partir tout mon stock selon moi, parce qu'à l'époque, il faut quand même souligner qu'il n'y avait pas autant de boutiques que maintenant. Et avant, c'était il y a presque 10 ans. Hein. Il n'y avait pas autant de boutiques en ligne. On était peut-être 3-4 boutiques en ligne de vêtements. Et en fait, du coup, tu avais le monopole. Tu avais nettement plus de clientes à ta portée par rapport au peu de nombre qu'il y avait en tant que commerce. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Et puis bon, aussi le fait que je sois influenceuse, bien sûr. C'est les gens qui aiment bien ce que je fais, ils aiment bien mon contenu. Ils se sont dit, ok, allez, je vais tester. À l'époque, les fournisseurs, ils étaient pas aussi chers qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est des prix plutôt abordables. Donc tout allait dans le bon sens en fait. Après avoir passé 3 ans de ma vie à faire des colis, à emballer des vêtements, je me suis dit, bon, là, t'as lancé un business, t'as vu que ça a marché, t'as réussi à l'accroître. Tout se passe bien, ok, mais en fait, tu vas pas t'arrêter là. C'était une évidence pour moi. En fait, j'aime bien tenter. Et là, je me suis dit, bon, ce serait cool que tu fasses quelque chose de plus qualitatif quand même. Bon, c'est vrai que moi, avec Miss Linouche, je fais de la revente aujourd'hui. J'aurais aimé créer mon propre produit, en fait, ma propre marque, mon propre nom de marque. Qu'est-ce que j'aime ? Allez, je prends une petite feuille, j'ai pris une petite feuille, je me dis qu'est-ce que j'aime et je note tout ce que j'aime. Dans quoi tu veux te lancer ? Je pense que je vais partir sur du cosmétique. Le cosmétique, aujourd'hui, je pense que c'est la chose la plus rentable, la moins fatigante, la plus appréciée. Attention, il ne faut pas que je lance quelque chose et que que je foire. Ça, c'est juste pas possible. Et il fallait surtout pas que ça empiète aussi sur Miss Linouche. Et tout de suite, l'autobronzant. L'autobronzant, c'est quelque chose que j'ai mis pendant toutes mes années de lycée. Pendant peut-être 3-4 ans, je faisais que d'en mettre tout le temps. J'ai testé toutes les marques d'autobronzant. Et c'est quelque chose que j'aime. Pourquoi pas faire le tien, en fait. Faire le tien à ta sauce. Et je me suis dit, ok, ça va être compliqué. Je connaissais rien. J'avais ni labo, j'avais ni contact, ni rien. Dans le cosmétique, j'étais vraiment novice. Il va falloir que tu te bouges les fesses, là, et que tu ailles rechercher. Donc j'ai fait des recherches sur des laboratoires. Ça va, bienvenue. Oui, merci. Première fois que je viens ici, Charlotte, c'est celle qui va venir formuler tous les produits Palm Cosmetics. Ils m'envoient les premiers tests. J'aime pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux. C'est pas assez foncé. La texture est pas bonne. Ils m'en renvoient d'autres. Et à un moment donné, ils m'envoient l'autobronzant. Parfait. Là, c'est bon. On est sur la bonne voie. Si je lance ça demain, ça ne peut que cartonner. Sachant que les gens savaient que je mettais de l'autobronzant, que j'avais un petit peu une hype sur ma couleur de peau, qui est très blanche. Ok, mais t'as déjà Miss Linouche, tu vas lancer dans une autre marque. Comment ça va se passer ? Les colis, la production, tu vas recevoir ça où ? Il faut que tu t'entoures cette fois-ci. Tu fais pas la même bêtise avec Miss Linouche, où t'es toute seule, où t'es sous l'eau. Il faut que tu t'entoures correctement. Et c'est à ce moment-là où je décide de m'associer avec 2 personnes que je connais très bien, qui sont également dans ce milieu-là, en fait, du business, qui ont également des marques à côté en cosmétique. Je suis tombée sur les 2 bonnes personnes. Travailler avec Lina, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. Elle a cette proximité incroyable avec sa communauté, une vraie transparence, sans filtre et toujours dans la bienveillance. Et c'est justement ce que j'ai toujours aimé chez elle, c'est cette authenticité. C'est cette façon d'être vraie, son engouement aussi et sa détermination. Et à nous 3, on a réuni nos compétences et c'est ce qui nous a permis de donner vie à un projet
qui nous tenait à cœur en créant Palm. C'est pas toujours simple de travailler avec Lina, parfois on a l'impression qu'elle réalise pas complètement ce qu'on a réussi à construire aujourd'hui. Palm, c'est un produit vendu chaque minute, c'est plus de 500 000 produits vendus en 2025, on est très loin d'une petite marque créée par une influenceuse. On a de très grandes ambitions pour la suite, notre objectif c'est justement d'amener Lina avec nous dans cette aventure, dans cette vision, ce développement. Et 2026 va être une année très très importante pour Palm avec une grosse surprise qui arrive et qu'on va annoncer très bientôt sur les réseaux sociaux. Palm, c'est une équipe très très dynamique et une volonté de faire des produits clean, efficaces et authentiques. Et c'est tout ce que moi je fais ici puisque je suis spécialisée dans le naturel et dans le bio et aussi dans la fragrance vraiment de qualité, ce qu'on appelle des parfums de niche avec des créateurs. Et on a travaillé avec un maître parfumeur en Pays de Grâce, voilà, une entreprise familiale avec des parfums, des pyramides olfactives incroyables. Et franchement, j'ai trop hâte qu'on les lance en production pour que tous les clients les découvrent. Nous voilà au lancement. Bah pareil, rebelote. Sauf que là, c'est plus des 40 commandes. Je sais même pas quoi dire en fait là. Je pense que j'ai visé dans le mille en fait avec ce produit. Et directement, les avis, pareil, incroyable. Franchement, Lina, ça a fait quelque chose de bien. J'étais persuadée dans ma tête que je pouvais faire tout toute seule. C'était pour moi, et même si j'y arrivais, c'était pour moi une manière de me dire que j'ai réussi. Sauf que du coup, après, c'était des drops de 100, de 200 commandes, de 300 commandes, de 400 commandes, jusqu'à même des 800, 900. Et j'étais toujours toute seule. À ce moment-là, quand tu gères les shootings, que tu gères le stock, que tu gères les collections, les colis, que tu gères les envois, les étiquettes, le SAV, toute seule, j'ai très rapidement compris que ça allait être compliqué pour moi. Je ne compte pas les heures de travail. Tu travailles et tu es obligé de travailler. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a personne qui va faire le travail à ta place, en fait, tout simplement. J'alternais entre mes études, les colis et tout ce que je vous ai cité. Et en fait, tu as des nuits où tu ne dors pas, tu as des nuits où tu veux tout finir. Et tu te couches, il est 7h du matin, 8h du matin. Mais demain, tu te lèves le matin, t'as cours. Donc au final, non, maintenant, tu dors pas. Et tu vas directement en cours, mais tu reviens, t'es claqué, ou même en cours, t'es là, tes yeux, t'es obligé de faire comme ça pour pouvoir rester concentré. Très rapidement, j'ai compris que ce rythme, ça allait m'épuiser. Et j'en ai jamais parlé, mais je pense que ça a beaucoup affecté ma santé. Alors ce qui me surprend le plus dans ce qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est son rythme de vie. On s'en rend pas compte quand on baigne pas là-dedans. Elle a vraiment un style de vie qui est particulier. On s'en rend compte notamment quand elle rentre en France ou quand on est avec toute la famille et que toute la famille a un peu entre guillemets le même style de vie et que elle arrive et ça n'a vraiment rien à voir avec le nôtre. Le client, ce qu'il peut espérer aller chercher mauvaise nouvelle pour Roméo, ses clients s'en fichent de ses dépenses. C'est comme moi quand je me réveille à 70 €. On s'en fout en fait que t'es parti jusqu'à Dubaï payer ton billet à 1600 €, que t'es parti du matin au soir aller les chercher, que t'es parti chez les couturiers, que t'es parti se faire chier. Ils s'en foutent des clients. On s'en fout en fait. Enfin, ils s'en foutent. Ils ne veulent pas savoir combien te coûtent tes matériaux, ta boutique en ligne, tu sais ce que tu utilises. Ils s'en balancent que tu dois remplacer subitement la machine à coudre ou l'ordinateur que tu as depuis 6 ans pour continuer d'exploiter ton entreprise. Petit hors-sujet, il pète sa grand-mère. Hein. Ah ouais? Ah ouais, dingue. Oh purée. Je déteste rentrer dans le bordel. C'est le souk infernal quoi. C'est toujours comme ça. Un paquet de cintres. Attendez, je vais allumer le sort. On va jouer là-bas aussi. Hein. Voilà. Mon local. Bon, en fait, je vous explique, avant,
Je vivais ici, donc il n'y avait pas tout ça. J'avais ma chambre qui était là pour celles qui se souviennent. J'avais ma petite cuisine, j'avais tout de normal quoi, mes toilettes, ma salle de bain. Et j'ai décidé finalement d'aménager tout ça en local. C'est pas pratique parce qu'il y a l'étage. Et c'est vrai qu'avec l'étage, quand on doit porter tous les sacs qui font tous 30 kg, c'est compliqué. J'aurais bien aimé avoir une surface plate. Mais aujourd'hui, ça y est, ça fait plus de 2-3 ans que je suis là. Je me vois pas redéménager dans un local, sauf si c'est vraiment pour prendre plus grand et que j'ai plus trop le choix. Là, on s'en sort plutôt bien parce que les pièces partent. Donc toutes les semaines, on en a qui partent, donc on en a qui arrivent. Donc le roulement, il se fait correctement. Mais c'est vrai que par exemple, dans la période du Ramadan, ou quand j'ai énormément de abaya, c'est plus compliqué de stocker. Donc c'est vrai qu'à ces moments-là, il y a des périodes où on a besoin de place. Et on n'en a pas en fait tout simplement. Donc on est obligé de mettre dans les salles de bain. Ma salle de bain c'est un capharnaüm. On peut tout sauf se toucher. Je vous montre. Là j'ai pas encore déballé le stock qu'on a ramené. Mais voilà, ma salle de bain remplie de cintres. Remplie de mon oreiller qui est dans la baignoire. Voilà, c'est super ça, hein, on aime bien. Mais bon, on peut quand même se laver les mains, on peut quand même faire des choses quoi. Faut pas se doucher, mais ça. On va shooter. En plus, j'ai même pas encore fait le repassage, donc je vais devoir le faire. Et je sais pas à quelle heure on va finir, mais encore une fois, ma journée n'est pas du tout prévue, désorganisée. Mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Je sais pas à quelle heure je vais terminer, je sais pas quand est-ce que je vais en avoir marre, je sais pas ce qui va se passer dans cette journée. Bon Lina, comment tu vas? Ça va. Ça va bien? Ouais. Alors le shooting? Le shooting, je trouve que c'est l'une des étapes les plus lourdes parce que tu dois tout enchaîner en fait. Et c'est vrai qu'avant, je minimisais à peut-être entre 12 et 15 produits. Là, j'en prends 40, je tape 40 photos, plus de 40 photos dans le miroir et c'est vrai que tu dois en même temps faire les photos, en même temps tu as un autre téléphone pour les TikTok, en même temps tu dois snapper pour montrer aux filles, alors là les filles regardez. En fait c'est un tout et sur une tenue, tu peux pas te permettre de faire ça sur chaque tenue parce que sinon tu perdrais vraiment trop de temps. Et donc j'essaye de faire au mieux, de faire le plus rapidement, de faire beaucoup de contenu aussi et de faire de belles photos. Mais c'est vrai que c'est une étape qui je pense est très difficile à gérer même si on ne dirait pas du tout. Mais un shooting, c'est très difficile à organiser et à gérer. Ok. Tu penses que tu as trouvé le meilleur moyen le plus optimisé pour aller plus vite et tout? Est-ce que j'ai trouvé le meilleur moyen pour optimiser mon temps? Ça, je ne sais pas. C'est vrai que j'aurais pu prendre une shooteuse, j'aurais pu prendre quelqu'un qui shoot à ma place. Mais aujourd'hui, Miss Linouche, c'est mon image et je pense que mes clientes aiment voir les vêtements portés sur moi. Donc malheureusement, je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un, même si j'aurais beaucoup aimé, parce que je vois directement, j'ai déjà fait le test, je vois directement sur mes chiffres que c'est pas du tout la même chose quand c'est moi qui shoot et quand je prends quelqu'un. C'est la question, j'allais en venir. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre toi et quelqu'un qui shoot? Pourquoi est-ce que tes clients seraient plus engagés quand c'est toi qui shoot ou quand c'est une autre shooteuse? Je pense que mes clientes sont nettement plus engagées. Quand c'est moi qui fais les photos, je montre tout ce qui s'est passé avant d'en venir au shooting. Et je pense qu'en les portant, c'est vrai que elles se projettent un peu plus parce qu'elles voient quand même mes stories tous les jours, elles voient peut-être mes outfits tous les jours, mon corps aussi tous les jours. Donc elles ont peut-être plus tendance à se projeter sur moi que sur quelqu'un d'autre. Ouais. Ok. J'aimerais tellement que quelqu'un puisse me remplacer. Juste une fois. Ah là là. Mais moi je trouve que t'es très belle comme ça et que ça donne très bien. Non mais ok, t'es un mec.
c'est ridicule là. Est-ce que mes tailles marchent? Ouais. Et la vision de pas du gros mais du petit coup. T'as plus une vision. J'ai raté mon dessin. C'est mieux que genre ça, avec le gros coup. J'ai raté mon dessin. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Tu cries depuis tout à l'heure, tu cries. La technique suprême, c'est ça. Regarde. Non. Bah oui, t'aimes bien ça. T'es trop belle, toi. Oh, mais qui t'a mis au monde? C'est 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 maman? C'est qui ta mère? C'est qui ta vraie mère qui t'a mis au monde, ma chérie? T'es tellement belle. T'es tellement mignonne. Tu vas t'étouffer un jour. Non mais ça va pas. Tu vas pas étouffer quand même. Oh putain, je l'aime trop. Oh putain. Ah ouais. Toi. J'ai pas compris. Les tickets d'eau, ça s'appelle le footer. Et en gros, il y a le footer, juste après il y a les badges de paiement. Il y a marqué paiement sécurisé, livraison gratuite, etc. Right, yes. Take a time. Ma vie, regarde, comme ça. Voilà, là, tu auras plus d'appui. Là, tu l'as eu. Ouais. Trop l'impression de travailler pour rien. Genre, bah, je me verse aucun salaire. Je suis juste là à payer mon loyer, à payer mes employés, à essayer de survivre. Et genre, ça me saoule parce que, bah, au final, je le fais parce que j'aime, mais je gagne pas 1 euro dessus. Et genre, je sais même pas pourquoi je continue en fait. Je continue. En fait, ouais, je sais pas pourquoi, parce que tu vois bien qu'avec Pam, vous n'arrêtez pas de progresser. Bah oui, sauf qu'avec Miss Linouche, mais je sais. Il progresse pas parce que... Oui, et le marché, il est saturé aussi, maman. On est 50 000 à faire des vêtements. Peut-être, du coup, c'est peut-être pas l'endroit où... Peut-être, tu vois, j'en sais rien, mais... Il y a trop de choses à optimiser, genre les mails, genre il y a des trucs que je ne fais pas sur Miss Linouche parce que je ne sais pas faire en fait. Et qu'on fait sur Palm, et il me dit, mais tu t'en rends pas compte des milliers d'euros que tu perds. Il me dit, ton influence, elle ne suffit plus. Il faut que tu ailles plus loin que ton influence à toi. Et c'est vrai, en fait. Parce que demain Palm sans moi, ça marcherait mieux que Miss Linouche sans moi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Miss Linouche sans moi, ça n'existe pas. Tu veux vraiment pas aller dormir là? Non, j'ai pas fini. T'es ma tes cernes. Mais j'ai pas de cernes. Et puis t'as un jour où, ouais, t'as plus envie de rien faire, plus envie d'exister. L'impression que ce que tu fais ne sert à rien. Je suis une grosse merde. Ne plus te reconnaître aussi, et tu le vois rapidement, hein. Ton comportement il change, tu passes tes journées à rien faire. Te lever de ton lit, c'est un supplice. Tu t'enfermes dans une bulle et tu te déconnectes du monde. En fait, t'as l'impression de faire plein de choses, mais au final, tu fais rien.
tu fais rien mais t'as l'impression de dépenser ton énergie, mais au final, pour rien, parce que sur le papier, il y a zéro résultat. Et c'est ce qui m'arrive tout le temps. Et j'arrive plus à distinguer les deux et ça me bouffe la vie. Mon téléphone, il me bouffe la vie, j'ai l'impression. Mais d'un côté, il me permet de travailler, il me permet de faire de l'argent. Mais d'un autre, il me saoule, genre. Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, le train de vie intense que j'avais, je l'ai plus supporté. Et en réalité, je suis tombée dans une sorte de dépression. Et il m'a fallu du temps pour me ressaisir, du temps pour moi. J'étais le genre de fille à refuser quand mes copines me demandaient de sortir ou de voyager. Pas parce que je ne voulais pas, parce que je pensais que j'avais pas le temps, que si je suis pas là, qui va faire le travail à ma place? Et ça en devenait lourd au point où tout ce qui m'entourait ne comptait plus pour moi. Je parle de mes amis, de ma famille, de tous les gens qui me soutiennent. Aujourd'hui, j'ai pris conscience et je me suis bien entourée, même si ça a été difficile pour moi. Et je dois vous annoncer quelque chose. Je vais peut-être en décevoir plus d'une, et moi-même la première, mais j'ai longuement réfléchi. J'arrête Miss Linouche. Par où commencer? Là, je sais que vous êtes toutes choquées et vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un prank, c'est une blague? Mais non, j'ai mûrement réfléchi pendant plus d'1 an. C'était plus possible. Malheureusement, depuis que j'ai déménagé à Dubaï, c'est devenu compliqué pour cette marque, étant donné que je faisais vraiment tout, en fait. Clairement, vous le savez, je vous l'ai dit juste avant. Et le problème, c'est que si je ne suis pas sur place, il se passe rien. Parce que à distance, c'est pas possible pour moi d'aller chez les fournisseurs, de faire les shootings. Enfin, c'est vraiment toute une organisation. Et à l'étranger, en tout cas, je ne peux pas me permettre de continuer ce business sans être sur le terrain. Et en plus, moi, c'est quelque chose que j'aime à la base, d'être vraiment là à tout faire. Et le fait de ne pas être là, ça m'intéresse plus, je m'ennuie, j'ai plus envie en fait de continuer à travailler, même à distance, ça me plaît pas. Ça a été difficile parce que, vous le savez, j'ai commencé vraiment jeune. Miss Linouche, c'est mon petit bébé. Et c'est une décision qui était vraiment difficile pour moi et je savais vraiment pas comment vous l'annoncer. Et je tiens vraiment à m'excuser d'avance déjà pour toutes les clientes et surtout vous remercier toutes les clientes depuis le début qui nous soutiennent, qui commandent chez moi toutes les semaines certaines. Franchement, ça je l'oublierai jamais et c'est vous qui m'avez donné la force, c'est vous qui m'avez fait vraiment croire en mon rêve d'ouvrir ma petite boutique en ligne de vêtements à 17 ans et de devenir indépendante si jeune. Ça, franchement, je l'oublierai jamais et c'est une expérience en tout cas qui restera ancrée en moi mais toute ma vie. Je n'oublierai jamais. Et c'était quelque chose aussi qui me plaisait en réalité de moins en moins. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, je me sentais plus trop à ma place dans ce milieu parce que j'ai évolué dans l'influence, j'ai évolué. Avec ma marque Palm, j'ai évolué. Mais j'avais l'impression vraiment, avec Miss Linouche, de stagner entre guillemets, de ne plus évoluer dans le milieu. Et ça me dérangeait beaucoup parce que moi je suis quelqu'un qui adore monter, vous voyez. Et avec Miss Linouche, j'avais l'impression que c'était statique. Et je vous dis la vérité, les 5-6 derniers mois, en vrai de vrai, je me forçais. C'était cool au début, on commence avec ça, c'est cool, t'apprends sur le terrain. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer. Maintenant, vous me connaissez, je vais pas m'arrêter là. J'ai longuement réfléchi. Je me suis dit, bon, ok, t'as quelque chose en moins, t'as un point en moins. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Faut savoir, les filles, moi, j'adore les vêtements. Vous me connaissez, j'adore les vêtements. Et c'était impossible pour moi de me détacher de ça parce que c'est vraiment quelque chose, je pense que je mets en top 1. Les vêtements, la mode, c'est quelque chose vraiment que je surkiffe. Donc les filles, ne désespérez pas, ne soyez pas tristes pour moi parce que je vous annonce que j'ai décidé de créer ma propre marque de vêtements.
Et donc je vous la présente, elle s'appellera Linaya. Ça a été beaucoup de stress parce que je ne savais pas si l'idée de créer des vêtements était réellement la bonne. Ce qui m'a toujours fait rêver, c'était de faire mes propres créations, malgré le fait que je sais que c'est encore plus de travail, plus de rigueur, plus de patience et surtout plus d'inspiration. Mais ça y est, j'ai décidé de me lancer. J'espère avoir fait le bon choix. En tout cas, sachez-le que c'est vraiment ce que j'aime et aujourd'hui, j'ai envie de faire uniquement ce que j'aime. Donc c'est parti, on se lance dans une nouvelle aventure, nouveau logo, nouveau site, nouvelle direction artistique, car oui, ça commence de là les filles. C'est une direction que j'ai envie de prendre vraiment qualitative, même que ce soit les pièces, je veux que tout soit parfait. En fait, j'ai envie que ma marque actuellement fasse rêver les gens. Donc effectivement là, c'est l'approche du Ramadan, vous avez vu sur mes réseaux, j'ai fait des créations de abaya juste magnifiques et je vois déjà venir celles qui ne commandaient pas forcément des abayas et qui achetaient sur mon site à l'ancienne des vêtements, on va dire un peu plus basiques. Ne vous inquiétez pas, là c'est parce que c'est la période, mais je compte vraiment vous choquer. Je compte vraiment vous choquer avec des pièces en plus moi j'adore dessiner les filles, j'ai tellement d'inspiration, mais des pièces, des petites robes, des petites jupes pour l'été, des manteaux pour l'hiver, genre des trucs dessinés de A à Z et que vous ne verrez nulle part à part chez moi. Pour vous décrire ce qui s'est passé ces 4 derniers mois, vous m'avez sûrement vu dans mes stories, hein, j'ai passé mes journées entières à chercher des tissus, à chercher des bons couturiers, à vous proposer vraiment quelque chose de qualitatif et surtout des choses qu'on ne voit pas souvent. Et c'est vraiment la direction artistique que j'ai envie de prendre. C'est certes de faire des basiques, ne vous inquiétez pas, il y aura des basiques. De toute façon, les basiques, c'est obligatoire. Mais je veux aussi sortir de cette zone de confort et proposer des choses que vous ne voyez pas partout. Et c'est vraiment le petit truc là que je veux faire pour vraiment apporter un plus aussi parce que bon, les marques qui font des créations, il y en a plein. Et c'est vraiment, je veux me différencier, vraiment. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que la revente, mais c'est sûr, hein, parce que là, cette fois-ci, c'est toi qui crée la pièce de A à Z. Donc, c'est beaucoup plus de temps. Les tissus, c'est là où tu vois en fait combien coûte un tissu. Et bon, c'est vrai que moi, je n'avais pas forcément toute cette face-là des vêtements. Moi, j'avais directement le vêtement prêt avant. Je l'achetais à un certain prix, mais je ne savais pas comment ça se passait, la confection, combien de temps ça prenait, etc. Donc, effectivement, je suis en train d'apprendre de plus en plus. Moi, vous me connaissez, j'adore découvrir des nouvelles choses et franchement, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre dans ce milieu-là. Donc, journée tissu, je partais avec Luna qui m'a beaucoup aidée pour cette collection parce que bon, c'est vrai qu'elle gère bien l'anglais de 1. De 2, c'est la reine de la négociation, moi, 0, vraiment. C'est le truc où je suis nulle, genre je n'aime pas négocier avec les gens, je n'aime pas le conflit, je n'aime pas la prise de tête, je n'aime pas perdre du temps, donc c'est vrai que moi, négociation, vraiment, je suis 0. Donc Luna était là pour m'aider, pour me donner son avis aussi, un avis extérieur, parce que bon, il y a mon avis à moi, mais j'aimerais bien aussi avoir d'autres avis, et Luna, c'est vrai que bon, elle a la vision, surtout pour la abaya, elle a quand même la vision de pas mal de choses, donc on s'est fait confiance mutuellement, et puis on a pu sortir quand même des beaux tissus, et après, direction confection, des fois, il fallait assembler d'autres petits trucs aussi, bon. En vrai, c'était sympa à faire. Franchement, on a passé des journées en vrai difficiles parce qu'on faisait du 10h jusqu'à 23h, minuit même. Mais franchement, ça en valait la peine parce que aujourd'hui, les créations qui ont été produites, elles sont juste sublimissimes. Et en 5 ans de Miss Linouche, je n'ai jamais réussi à faire ce que j'ai fait cette année. Je pense que c'est vraiment un autre level. Là, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas de la même personne limite. Et cette année, je pense qu'il y a au moins une 40aine de abayas différentes. C'est assez énorme quand même, mais en fait j'en voulais toujours plus. Les filles, je sais pas si vous vous rendez compte, quand tu fais un modèle et que tu le trouves sublime, tu dis j'en veux un autre, je vais faire ça, je vais en faire. Et donc du coup, je suis partie dans tous les sens et j'ai fait vraiment pour tous les goûts. Du plus sobre jusqu'au plus extravagant pour que tout le monde il trouve son compte tout simplement. Pour cette collection, je me suis rendue en France pour prendre quelques abayas que j'avais déjà pris l'an dernier chez un fournisseur qui est juste topissime. Franchement, ils vendent des modèles genre hyper jolis que je kiffe et donc c'est vrai que chaque année j'en prends un petit peu de chez lui et c'est vraiment les plus belles. Après mes créations, bien évidemment. Non, en vrai, j'ai vraiment kiffé ce qu'il a proposé cette année. Donc j'ai pris aussi les filles des abayas qui ne sont pas forcément mes créations et comme ça, je me dis il y a du budget pour tout le monde.
Voilà. Et en vrai, les prix des créations m'ont quand même un peu choquée. Mais bon, je comprends parce que quand tu sélectionnes des bons tissus, ça chiffre vite. Mais bon, les filles, sans vous spoiler, j'ai vraiment tout mis dans cette collection. J'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans cette collection parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je veux vous proposer de la qualité, je veux vous proposer des belles choses. Et même après cette collection, le but c'est vraiment d'en faire, allez, peut-être une par mois, ça serait top parce que bon, des créations ça prend du temps, c'est différent. Mais le but là, c'est plus forcément de vendre les filles. Je vous dis la vérité, mon but premier, ce n'est plus de vendre, c'est de proposer de la qualité et de faire ce que j'aime. Voilà, tant que je fais ce que j'aime, les filles, je m'en fous si je vends pas. Le fait de se forcer à faire quelque chose, bah, ça se ressent. Ça se ressent, surtout sur moi, ça se ressent de ouf. Et le but, c'est vraiment de faire ce qui me plaît, de foncer et de réussir. Donc voilà, toutes les abayas sont quasi prêtes. Il m'en reste quelques-unes, mais je pense qu'elles vont être OK d'ici là. Et là, on passe au shooting. Donc moi, j'ai fait appel à 2 magnifiques modèles. Photographe, maquilleuse, et je me suis dit, bon, est-ce que moi je shoot ou pas? Parce que le but, et c'est ça, j'aimerais bien en parler, c'est je ne veux pas forcément qu'on m'attache directement à cette marque, même si obligatoirement, bon, c'est le lancement, je suis obligée de me présenter, je suis obligée d'être là, mais par la suite, c'est vraiment de me détacher petit à petit, d'être toujours là, hein, toujours à travailler comme une folle, mais je parle plutôt de l'image de marque. Je veux pas forcément qu'on voie ma tête partout. Bah en fait, comme un peu avec Palm, j'ai réussi à me détacher de mon image. Et aujourd'hui, la moitié de mes clientes qui commandent, c'est des gens qui me connaissent même pas. C'est des gens qui savent même pas que c'est moi, Lina, derrière cette marque. Vous voyez? Et c'est ce que j'ai envie de faire avec Linaya. Ça va être compliqué parce que bon, c'est des vêtements et vous êtes trop habitués à moi, les filles, mais je vais essayer vraiment de me détacher, de prendre des modèles. Le but, c'est vraiment de, voilà, pour le shooting, prendre des modèles qui n'ont rien à voir avec moi. Là, j'ai pris Hayat, j'ai pris Asna, qui sont vraiment magnifiques, mais qui n'ont rien à voir avec moi. Et je me dis qu'à la fin, j'aurais pas forcément besoin de shooter moi-même. Et c'est vraiment le but. Donc, nous voilà au shooting, on prépare tout. Franchement, le shooting, il était incroyable. J'ai vraiment kiffé. Ça a été long. Ça a été très long parce qu'on est parti, on est arrivé à 8h du mat et on est reparti à 23h. Mais bon, c'est comme ça les filles, les journées shooting, on s'arrête pas. Il y avait plus de 40 pièces à shooter. C'était cardio, mais franchement, on a géré. Le résultat, il est magnifique. Les filles, elles portent super bien les robes. Et c'est bien aussi de voir porter, pas forcément sur moi, pour voir ce que ça donne aussi, parce que bon, sur moi, c'est pas forcément objectif. Moi, dès que je porte un truc et que j'aime bien, ça va forcément être magnifique, mais qu'est-ce que ça donne aussi sur les autres? Et donc, j'ai pris aussi un modèle qui portait le voile pour que vraiment tout le monde puisse s'identifier, c'est le but. Aujourd'hui, avec Linaya, j'ai vraiment envie de viser tout le monde. Que ce soit les filles qui portent le voile, les filles qui portent des jupes tous les jours. J'ai vraiment envie de faire un combo des deux. Mais toujours dans ce côté classe, épuré, un peu Bridgerton, pour celles qui ont la rêve. Genre, vous voyez, ce côté-là où celles qui portent Linaya, c'est celles qui aiment être classe, qui aiment s'apprêter, qui aiment être chic. Vous voyez, c'est vraiment ces filles-là que j'ai envie de viser. Et bien sûr, il y aura un côté mastour toute l'année. Ça y est, j'ai pris la décision vraiment de faire ce côté mastour toute l'année, faire des petits ensembles par la suite, des ensembles en laine, longs. Et j'ai vraiment envie de faire des choses uniques qu'on ne voit pas partout. Donc voilà les filles, ma petite annonce. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'espère que vous allez continuer à me soutenir. Et bon, je suis sûre que oui, parce que je pense que vous allez être fiers de moi. Je le sais. Je sais que vous allez vous dire, bon, bah, c'est bien, elle a passé un cap. Ça y est. Franchement, je vous remercie déjà d'avance. Et je suis trop contente de pouvoir me lancer dans cette nouvelle aventure qui va être encore plus cardio que Miss Linouche. Mais au moins, c'est quelque chose qui me plaira et à 100%. Donc bon, on se donne une date pour la première collection, les filles. Vous allez pouvoir retrouver donc toutes les abayas le samedi 21 février à partir de 18h sur le site linaya.co. Je vais vous l'écrire les filles juste ici, mais j'ai hâte en tout cas. Je suis un peu stressée, je vous avoue que c'était beaucoup de stress. Ces derniers mois là, ces derniers jours, j'étais sous l'eau.
Je dormais pas, j'étais tellement stressée que je m'arrachais les cheveux encore une fois. Ça aussi, il faut que je travaille sur ça, mais c'était beaucoup de stress. Et je me dis, bon allez, c'est bientôt fini, là il reste plus que quelques jours. Après c'est bon, le stress va descendre, tout va bien se passer. Donc voilà, j'espère vous satisfaire et bienvenue avec moi dans la nouvelle aventure, les filles de l'Inaya. Alors avec Lina, on s'est connus au collège. Depuis, on s'est jamais lâchés. On dit souvent que qui se ressemble s'assemble, mais avec Lina, c'est plutôt les opposés s'attirent. On est complètement différentes, mais en vrai, on se complète bien. On apprend l'une de l'autre et c'est ça qui fait notre amitié. J'ai ce côté qui est organisé, cadré. Du coup, Lina, elle m'a très vite fait confiance pour l'accompagner avec Miss Linouche pour plein de tâches différentes en vrai. De la gestion des employés en passant par le SAV et même la gestion des réseaux sociaux. Et franchement, je suis super reconnaissante pour cette opportunité qu'elle m'a donnée parce que j'ai pu même aller à l'étranger, la suivre à Dubaï, la suivre dans les coulisses. Je suis un peu dans l'ombre, c'est ce qui me convient le mieux. J'ai découvert un nouveau domaine, des nouvelles responsabilités parce que c'est vraiment pas le monde dans lequel j'étais à la base. La gestion des employés, le service client, les réseaux sociaux, toute cette face cachée, c'est vrai qu'on la voit pas forcément quand on regarde une marque de l'extérieur. Mais c'est beaucoup de logistique, beaucoup de pression et surtout beaucoup de stress. Et en fait, ce stress-là, Lina, ça la submerge vite et ça peut la plonger parfois dans des phases où elle se coupe un peu de tout, elle doute et elle se remet énormément en question. Et cette année en particulier, c'est vrai que elle a traversé des moments où elle n'était pas bien, c'était compliqué. Elle s'est beaucoup renfermée, je pense que tout le monde a pu le remarquer. Elle était moins présente sur les réseaux sociaux, ou en tout cas elle faisait des longues pauses et c'était important pour elle de se couper pour essayer de faire le vide et pour repartir de plus belle. L'Inaya, je pense que ça marque un nouveau tournant dans sa vie et je suis vraiment contente de l'avoir évolué, de l'avoir touchée à quelque chose en vrai qu'elle voulait faire depuis longtemps, la création d'abaya ou même la création tout court de vêtements. Je me rappelle les années précédentes quand on était à Dubaï, qu'on allait chez les fournisseurs pour préparer les collections du Ramadan. Lina, elle avait déjà ce petit truc où elle voulait modifier les petits détails, modifier les couleurs des abayas, rajouter des choses. Elle avait déjà cet esprit où elle voulait créer et elle voulait vraiment proposer à ses clientes des pièces qui lui ressemblent. Et avec l'Inaya, en vrai, c'est chose faite parce que elle va être impliquée dans tout le processus de création, du dessin, au choix des tissus, au choix des détails, au choix des couleurs, en fait, au choix de tout. Et ça sera des pièces qui lui conviendront à 100%. Comme ce que là, elle va proposer pour la première collection. C'est vrai qu'elle n'a pas lâché l'affaire, elle était en lien avec les couturiers et à chaque fois que le prototype ne lui convenait pas pour juste un petit détail, elle renvoyait ça en production. Pas rentrer dans... Trop stressée. Pourquoi t'es stressée? J'ai trop peur que ça donne pas. Jusqu'à trouver le modèle, enfin plutôt les modèles parce que du coup il y a vraiment beaucoup de modèles pour cette collection, mais les modèles qui lui correspondent le mieux. Et je suis vraiment contente d'être aux côtés de Lina dans cette nouvelle aventure et de l'avoir accompagnée dans le processus de création de cette première collection, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime aussi, la création, le design, le monde de la mode en général. J'ai pu l'accompagner, aller repérer les tissus, aller chez les couturiers, négocier, et dernièrement, là, hier, on était en shooting, et tout ce processus, parce que c'est vrai qu'on voit pas en fait tous les backstage, mais il y a vraiment énormément d'étapes avant d'arriver au final que tout le monde voit en fait. Là, il y a tous ces allers-retours chez les couturiers, chez les fournisseurs de tissus, chez les fournisseurs même de perlage pour certaines abayas qui sont vraiment hyper détaillées. Il y a aussi tout le temps qu'on passe au shooting. Hier, on est sorti à 7h45, on est rentré à 23h30. Voilà, c'est tout ce genre de choses que les gens ne voient pas forcément, mais c'est une pression. C'est un stress, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où avoir une marque, c'est pas qu'un long fleuve tranquille. 80. Tu prends un risque, non? Je prends un risque. De base, on avait dit 50 toutes les chaque. Mais non. Là, déjà, si tu commences à changer, lui, je lui avais dit 250, il avait dit un mois 250. Là, si tu commences à monter à des 100, tu vas monter à... Là, t'es déjà à 350 au lieu de ce qu'on avait dit de base. Et il t'avait dit un mois, c'était chaud. T'as vu, faut pas arrêter de changer à chaque fois, quoi. Voilà, tu changes tout le temps. T'es jamais fixe sur un truc. Et ça qui va te causer du retard, c'est ça qui va te truc. Hein. Il y a un travail de fond, mais discret qui se fait. Mais à la fois, même dans les épreuves, même dans la difficulté, c'est quelque chose de passionnant, d'enrichissant et qui est vraiment formateur finalement. Si j'avais quelque chose à dire pour conclure, je suis fière d'elle, je suis fière de son évolution, je la trouve inspirante
par cette capacité à vouloir entreprendre, à vouloir se surpasser, à vouloir dépasser ses limites, même si des fois c'est vrai qu'elle est un peu moins investie, si elle est discrète ou plutôt même reculée, effacée, que pendant des jours on n'a pas de ses nouvelles. Comme je le disais précédemment, en vrai c'est toujours pour repartir de plus belle et comme tout le monde en vrai, elle a des coups de mou. Sauf que là c'est visible parce qu'elle est exposée, parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est suivie et que les gens ils attendent toujours après elle pour faire du contenu et des fois ça vient pas parce qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. En tout cas je lui souhaite beaucoup de courage pour la suite, beaucoup de réussite surtout et que tous ces projets s'accomplissent, qu'il y en a encore plein d'autres qui s'ajoutent à la liste et j'espère pouvoir continuer d'être à ses côtés, de pouvoir la soutenir, de pouvoir la voir évoluer et de pouvoir moi aussi évoluer à ses côtés. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et le meilleur pour la suite. Concernant l'amitié, c'est un peu délicat comme sujet parce que je n'ai pas vraiment d'amis. J'ai quelques amitiés qui ont duré très longtemps, comme Luna et Maëlys. J'ai aussi Camélia qui s'est rajoutée à ma vie il y a maintenant peut-être près de 3 ans. Et au final, c'est ces 3 copines en qui j'ai confiance, les yeux fermés, et qui ne me jugeront jamais. Que ce soit Camélia ou que ce soit Luna ou même Maëlys, c'est des copines que je vois pas souvent. Et je sais qu'elles aimeraient me voir d'autant plus pour sortir, pour aller manger, pour passer du bon temps ensemble. Encore une fois, c'est le même problème que ma famille. J'ai du mal à prendre du temps pour mes proches. Et en final, je les vois presque pas. Je sais qu'on s'est disputé plusieurs fois avec Camélia, dû à mon manque d'attention envers elle. Et c'est vrai qu'elle, en plus, elle est très susceptible, mais c'est compliqué pour moi d'allier ce côté travail acharné 24/24 à aussi ma vie personnelle, mes amis. Au final, c'est des choses qui sont importantes parce que des amis, là, aujourd'hui, si ces 3 copines partent, je n'ai plus d'amis. Mais, par contre, si elles ont quelque chose, si elles ont besoin de quoi que ce soit, si elles ont une galère, je serai la première à être là et à être présente pour elles. Et elles le savent, de toute façon. Et je sais que les relations que j'avais avant avec mes amis, je regrette rien de ce que j'ai pu faire avec elles, des bons moments que j'ai passés avec elles. Et ça a été vraiment des piliers pour moi dans chaque histoire que j'ai pu avoir. Ça a été vraiment des copines qui ont été de très bons conseils. Elles m'ont vraiment soutenue jusqu'au bout. Et franchement, je les remercie pour ça. Et c'est fait pour ça aussi, les amis. Et je regrette aussi de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elles. Et j'espère qu'un jour... Il faut savoir qu'on se voit pas trop. Mais on se voit jamais. Genre. Ouais, on se voit jamais. Aujourd'hui, c'est, je pense, le principal problème dans ma vie que j'ai, c'est ma famille. Il y a beaucoup de choses à faire, mais à un moment, je pense qu'il va falloir qu'elle comprenne ou qu'elle prenne un petit peu, qu'elle fasse juste un compromis entre sa vie à 2000 à l'heure et puis sa vie où, par moment, il va falloir se poser et redescendre un petit peu sur terre. C'est vrai qu'avec tout ce que j'ai à faire à côté, mais ils le savent, hein, mais moi, je priorise les mauvaises choses parfois. Et rien que passer les voir, je ne le fais pas. Et généralement, c'est mon frère qui me dit « Lina, tu fais quoi ? Là, tu es en train un peu d'abuser, tu viens pas nous voir, tu passes pas, qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui dis « Oui, non mais t'inquiète, je vais passer. » Et en fait, rien. Je pense que son principal défaut, c'est qu'elle est tout le temps sur son téléphone. Et je pense que ça a un impact assez négatif sur sa vie. Je trouve que ça l'éloigne de plus en plus de nous et je trouve que c'est un défaut assez majeur chez elle. Je sais qu'aujourd'hui, mon principal problème, c'est mon manque d'intérêt envers ma famille.
je sais qu'en fait, un jour ou l'autre, je sais que je vais le regretter. Même si aujourd'hui, je passe le reste de ma vie avec eux, je sais que je vais regretter parce que j'ai trop... je les ai trop délaissés. C'est ses qualités, au fait. Comme elle est à fond dans tout ce qu'elle fait, des fois, elle oublie qu'il y a quand même des priorités dans la vie et qu'il y a plus important que tout ce qui se passe autour d'elle. Je dirais l'environnement familial. Ne pas oublier que quelquefois, il faudrait aussi qu'elle pense un petit peu à sa famille proche, à donner un peu plus de temps, rester un peu plus. Bon, moi, je comprends parce qu'elle est sollicitée de partout, etc. Mais attention, le socle familial, je dirais, c'est aussi une base pour réussir dans la vie professionnelle. Et ça, il faudrait qu'elle le prenne un peu plus en compte. Puis voilà, son frère, c'est pareil. Il m'en parle des fois, il me dit « Ah, Lina, elle ne me répond pas. Lina, je lui ai envoyé un message, elle ne m'a pas répondu. 2, 3 jours, 4 jours. Elle a une tante, c'est pareil. Elle me dit « On lui a envoyé des messages. Elle n'a pas répondu. » Je pense qu'il faudrait qu'elle mette un peu plus les priorités à leur place. Même si, encore une fois, on comprend qu'elle n'ait pas le temps, mais il faut qu'elle trouve le temps. Ça, c'est quelque chose. Après, Lina, elle est têtue. Je dirais le deuxième défaut, c'est qu'elle est très têtue. Quand elle a quelque chose dans la tête, c'est compliqué de lui enlever. Je sais que ma mère, elle aimerait me voir plus souvent, mais en fait, je pense même plus à elle. Je pense à plus personne à part mon travail. Sauf que je sais, et des fois je me fais des petits scénarios en mode attends, mais imagine là, t'as un de tes parents qui part, qu'est-ce que tu fais? Et je sais très bien, je sais pertinemment que je vais jamais pouvoir me relever de ça. Et que même si j'ai le travail, même si j'ai l'argent, même si j'ai tout ce que je veux, je sais que la famille c'est irremplaçable et que tous ces moments que j'ai raté avec eux et où j'ai préféré aller travailler, en fait, tout simplement, je sais que je vais les regretter un jour ou l'autre. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est même déjà leur faire passer un petit message. J'aimerais vraiment leur dire que c'est pas du tout contre eux et c'est pas que je les aime pas, c'est que peut-être que je suis un peu déconnectée de la réalité, parfois. Et que malgré tout, je les aime, mais du plus profond de mon cœur, c'est les personnes, mon père, ma mère et mon petit frère, c'est des gens qui resteront gravés en moi toute ma vie. Je ne pourrai jamais les oublier, que demain, s'il se passe quelque chose, je sais que j'arriverai jamais à m'en remettre et que je culpabiliserai toute ma vie. Là, on est dans la chambre, de Lina. C'est ici où tout a commencé. C'est là où elle a grandi, en fait. Elle a passé, elle est peut-être de 4 ans jusqu'à qu'elle parte. C'est sa chambre. Ouais. Pas très contente. Et ça, c'est le premier trophée de champion de l'Essonne 2012 qu'elle a eu, elle l'a gardé. Peut-être qu'il y a des mamans, des papas qui vont me regarder vis-à-vis de vos enfants. N'essayez pas trop de leur faire porter trop de responsabilités. Parce que des enfants, une enfance, c'est important. Et si cette enfance, elle a été cisaillée, il y a toujours des choses qui restent, même quand on devient adulte. Si vous avez des enfants qui ont envie de faire certaines choses, il ne faut pas toujours les freiner. Moi, je sais que mes parents, ils n'ont pas forcément voulu que je me lance dans l'entrepreneuriat, que c'était peine perdue pour eux, même si je l'ai fait alors qu'ils m'avaient interdit. Et de base, je suis une fille qui écoute toujours ses parents, qui ne va pas aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Mais je ne me voyais pas m'interdire de faire quelque chose que j'aimais, en fait, tout simplement. Je suis fière de toi, même si je te le dis pas souvent. Non. Je suis très fière de toi. J'arrive pas à me dire que ça fait 17 ans qu'on se connaît. Mais en fait, ouais, la première chose que je veux dire, c'est que je suis fière de toi et que je sais que tu m'aimes. Genre, tu m'aimes vraiment, je le sais. Genre, il y a peu d'amitiés comme ça où les gens, ils sont sincères.
et je sais que tu m'aimes pour de vrai. Les conseils que je peux donner à Lina, c'est de continuer comme qu'elle est, qu'elle ne change pas déjà, qu'elle change pas sa façon d'être, qu'elle reste fonceuse, qu'elle reste entrepreneuse, qu'elle reste bienveillante, qu'elle garde cet état d'esprit, c'est important, qu'elle poursuive ses projets et que j'espère pour elle que tout se passera comme elle le souhaite. J'ai vraiment du mal à voir où Lina sera dans 5 ans, puisqu'elle vit vraiment dans un monde parallèle, dans un monde où elle bouge beaucoup plus vite que la norme. Donc, par exemple, il y a 5 ans, j'aurais jamais pu imaginer qu'elle aurait créé Palm Cosmetics ou qu'elle serait allée vivre à Dubaï. Donc là, je sais vraiment pas où elle pourrait être dans 5 ans. Mais par contre, j'espère qu'elle continuera à faire ce qu'elle aime, qu'elle vivra encore de son métier, de ses business, et aussi qu'elle pourra voir un peu plus ses proches. Ça, c'est quelque chose que j'espère pour elle dans 5 ans. Je sais qu'à un moment, elle s'est fait embêter par un certain nombre de personnes parce que justement, elle était de plus en plus connue, elle avait une notoriété, et forcément, ça attise un petit peu de la convoitise, ça attise un petit peu de la jalousie. Et il y a quelques personnes malveillantes qui ont commencé à l'embêter, à lui faire n'importe quoi. Bon, ça s'est arrangé, mais effectivement, à ce moment-là, ça me rassurait pas tant que ça. Même si, encore une fois, moi, je suis une personne assez carrée, je vais pas me laisser influencer par qui que ce soit. Donc, elle connaît aussi mes capacités à encaisser ce type de choses. Mais effectivement, moi, à un moment, Lina, je la voyais qu'elle n'était pas très bien, qu'elle n'était pas très sereine. Par rapport à ce qu'on lui faisait subir. Mais encore une fois, ça reste marginal, ça reste des personnes, on va dire, malveillantes. Je pense que Lina, elle a plus de personnes qui l'apprécient sur les réseaux que de personnes qui ne l'aiment pas. Ça, c'est une certitude. Je m'en rends compte quand je vais avec elle à certains événements où l'engouement qu'elle a vis-à-vis des personnes qui viennent le voir, il est quand même assez... Ouais, elle est très appréciée des gens. C'était pour dire un merci à Lina, c'était trop cool, elle est trop mignonne et bon courage à elle pour la suite. Coucou, merci beaucoup Lina, je l'ai connue, elle a évolué et puis j'ai évolué en même temps qu'elle. On se reconnaît dedans. Ouais voilà, on se reconnaît. Merci beaucoup d'ailleurs. Ouais, merci. Elle est grave gentille, grave belle et tout. Fière d'elle et c'est très beau ce qu'elle fait comme parcours. Continue comme ça, on t'aime. Merci Lina pour cette journée, franchement t'as fait kiffer ma petite sœur. Merci pour tes conseils et pour ta bienveillance. Gros bisous et bon courage pour la suite. Après, Lina, elle n'a que 24 ans, hein. Donc la vie est encore devant elle. Hein. Faut pas qu'elle grille les étapes pour se dire maintenant je suis arrivé à un point, il va falloir que je fasse ça et ça et ça. Pas de précipitation. Je ne peux pas être pas fier de Lina. Je pense qu'avec tout le parcours qu'a Lina et on l'ayant vu évoluer depuis des années, je ne peux être que fier d'elle. Effectivement, c'est pas facile, hein, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a entrepris, malgré, encore une fois, les difficultés, les freins. Oui, moi je suis fier d'elle et j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais continuer à être fier d'elle sur le plan professionnel, au plan familial, sur tout. Je sais qu'elle attend beaucoup de moi, Lina. Quelque chose d'important pour elle, ça je le sais. Qu'elle attend quelque chose d'important. Comme je lui ai dit, qu'elle patiente encore un petit peu. Je pense qu'on est sur la bonne voie, et qu'elle ne grille pas les étapes et que voilà, je ne veux que son bien. Si jamais elle a le sentiment que je freine certaines choses ou certaines envies par rapport à elle, c'est pas du tout pour lui faire du mal, c'est pas du tout pour
pour la freiner ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est vraiment pour la protéger et avoir des garanties. Mais elle saura de quoi je parle, je pense. Mais oui, Lina, oui, je l'aime plus que tout. Et effectivement, je ne veux que son bonheur. Et ça, je pense qu'elle le sait.